Europe 1. Jean-Marc Morandini, en direct des médias. C'est un documentaire événement que diffuse ce soir France 2 et je vous l'ai dit, j'en suis sûr, cela va vous passionner. Ça s'appelle Apocalypse, la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, vous allez pouvoir regarder des archives de cette époque en couleur, une prouesse technique et un travail dont on a décidé de parler ce matin avec les auteurs, réalisateurs de ce documentaire en 5 parties diffusées sur 3 semaines. Avec nous, Daniel Costel et Isabelle Clark. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On va parler de votre travail dans un instant, mais auparavant, je voudrais qu'on resitue un peu cette Première Guerre mondiale, faire un peu la Première Guerre mondiale pour les nuls, essayer de rappeler quand même d'où est partie cette Première Guerre mondiale. Daniel Costel. Elle est partie dans une société qui était une société en pleine expansion, avec beaucoup de bonheur de vivre, évidemment des inégalités, etc. Mais enfin, elle est partie comme ça d'une série de conneries horribles entre des gens qui avaient des responsabilités qui, au fond, dans mon esprit, étaient un peu anachroniques. Enfin, je veux dire, des puissants, des rois, des empereurs, etc. Et puis, un monde qui bougeait, quoi. Et on dit qu'elle serait partie, en fait, l'élément déclencheur, un des éléments déclencheurs, en tout cas, serait l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Oui, c'est une des... Vous savez, c'est une des raisons, mais on l'explique bien, je crois, dans la première émission, et puis on voudrait surtout montrer à la fois que ce monde était un monde fascinant aussi, avec des... C'est pour ça d'ailleurs que la couleur, on en parle beaucoup, mais bon, les uniformes étaient fous, les robes folles, c'était un monde véritablement... bon, j'allais dire un monde enchanté, mais non, c'est un monde cinématographique. Ouais, c'est un monde qui est très visuel, finalement, Isabelle Clark, d'où l'intérêt de remettre de la couleur sur cette époque et sur ces images. Et puis, c'était une grande famille aussi, parce qu'ils étaient tous cousins. Hein. C'est ça, vous verrez ça, c'est assez frappant. Il y a Claude Val qui a fait un très bel article dans le Nouvel Obs. Il dit, ce ne sont pas nos grands-pères qu'on voit à l'image, mais ce sont nos fils. Et c'est magnifiquement résumé. Effectivement, avec Daniel, on est comme ça obsédé à l'idée d'insuffler la vie à l'histoire. Et ça, c'est important en particulier pour la jeune génération qui parfois se détourne de l'histoire. C'est vrai, quand on évoque la Première Guerre mondiale, on peut se dire que pour cette jeune génération férue d'Internet et de tablettes, voilà, c'est quelque chose qui peut paraître loin, c'est quelque chose qui peut paraître vieux. Et vous, finalement, vous le remettez au goût du jour. Oui. Isabelle. C'est d'ailleurs malheureusement d'actualité. Puisque le départ de la guerre est une succession d'États, une sorte de théorie du chaos, et puis l'effet domino des alliances, et d'un seul coup la guerre mondiale. Alors c'est 2 ans et demi de production, de réalisation, 500 heures d'archives retrouvées en Europe, outre-Atlantique, dont plus de la moitié sont inédites, avec de la restauration, 47 semaines de colorisation pour être un peu dans les chiffres. Daniel Costel, ça apporte quoi cette couleur au fond, dont on parle beaucoup, et on a le sentiment que c'est presque l'élément le plus important quand on lit la presse aujourd'hui. On se dit, ah, c'est la colorisation de ces archives. Or, c'est un peu plus profond quand même ce qu'on va voir. Oui, c'est tout à fait la question que vous posiez avant, c'est-à-dire le problème de la question de la jeunesse. C'est eux qui nous font ces audiences records. C'est grâce à eux, et c'est eux... Vous savez, nous, on a reçu hier soir un SMS d'une jeune fille de Vernon dans l'Eure qui nous dit à quel point elle sera là avec ses copains et tout. Tout ça, ça nous... Mais c'est évidemment que ça nous bouleverse, mais c'est vrai que le fait d'être en couleur, c'est que d'un seul coup, une guerre qui s'est passée il y a 100 ans devient proche, d'un seul coup devient vivante, forte et extraordinaire. Évidemment, tout ça est violent, tragique et tout ce que vous voudrez, mais en même temps, c'est le journal télévisé. Enfin. Ouais. Mais justement, ce qui est étonnant aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a eu énormément d'images tournées pendant cette guerre. Parce que pour moi, voilà, il y avait quelques images, mais il n'y avait pas autant d'images. Vous saviez, Isabelle Clark, qu'il y avait autant d'images qui avaient été tournées pendant cette Première Guerre? On avait misé sur 200 heures, on a récolté 500 heures. Mais donc le cinéma a 15 ans, il est assez jeune, et il est le lien entre le front et l'arrière. Donc très vite, les services des cinémas des armées, de tous les belligérants, filment les hommes dans les tranchées et filment les combats.
Et c'est vrai qu'on a eu, grâce à la Deuxième Guerre mondiale et au succès de la Deuxième Guerre, à l'Apocalypse Hitler, France 2, France Télévisions nous a donné des moyens assez extraordinaires pour aller récolter ces images dans le monde entier. C'est le service public, hein. C'est le service public, c'est formidable. Mais il faut dire que les audiences étaient formidables. Je voudrais juste rappeler qu'en 2011, sur Hitler, ça avait fait 6 100 000 téléspectateurs, rien que ça sur la Seconde Guerre mondiale, 6 500 000 téléspectateurs, avec les 2 derniers épisodes en 2009 qui avaient fait 7 millions même de téléspectateurs. Donc on sent qu'il y a un vrai attrait, mais est-ce que ce qu'on va voir ce soir, c'est un pur documentaire? Est-ce que vous appelez ça vous-même un documentaire? Non, nous on nous a dit qu'on faisait du cinéma d'utilité publique. L'histoire, la grande histoire est pleine de ressorts romanesques, et avec Daniel, on est avant tout... on est entouré de conseillers historiques, mais nous sommes des cinéastes fascinés par l'image, et on recherche la vérité à travers ces images. On est un genre en soi, je peux le dire. Mais comment on raconte la guerre? Parce que c'est compliqué de s'attaquer à une guerre comme la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on fait ça, comme on dit aujourd'hui, avec une timeline, c'est-à-dire voilà, mois par mois, jour par jour, ce qui s'est passé, ou est-ce qu'on a une autre approche? Comment vous avez construit ces épisodes? Mais vous savez, notre approche, elle est tout de même, la mission, c'est de porter, de passer l'histoire, la grande histoire. Donc on a une approche assez claire, assez chronologique de la grande histoire, et constamment on revient à l'histoire individuelle, aux témoignages, à des extraits d'œuvres de romanciers qui ont vécu cette guerre. Voilà, c'est en ça que c'est très cinématographique, parce que c'est une guerre qui est incarnée. Ce sont des allers-retours. C'est ce qu'on sait faire avec Daniel. Mais est-ce qu'on manque pas de témoignages, Daniel Costel? Parce que plus on remonte dans le temps, finalement, moins on a de témoignages. Oui, mais de témoignages comme ça à l'image, bien entendu, mais il y a énormément. Vous savez que 10 milliards de lettres ont été échangés pendant le conflit. C'est-à-dire qu'il y a un matériel extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, extrêmement émouvant aussi. Et on les voit. Ce qui est tout à fait notre rôle, c'est de trouver les visages. Bon, notre rôle aussi, c'est de faire du bruit. Hein, ce sont d'ailleurs, entre parenthèses, il faut le dire, des bruits exacts, des bruits authentiques. Parce que le son qu'on va voir, c'est ce que vous voulez dire, voilà, c'est ça. Les canons sont des vrais canons, et je vous assure qu'ils font du bruit. Et ils donnent, avec la couleur, qui est aussi un élément historique, parce que c'était ça, quoi. Je crois que le choc qu'ont éprouvé tous les gens qui ont vu cette série, c'est que d'un seul coup, eh bien, on la voit comme on l'a jamais vue, quoi. C'est exactement ça. Et ce qu'on peut dire peut-être aux jeunes qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, c'est que jusque-là, peut-être quand ils apprennent l'histoire, ça les gonfle un peu d'être dans les manuels d'histoire, de lire des dates, de lire des chiffres. Non. Là, ils ont des visages, ils ont de l'image. Oui, et puis vous savez, nous avons un patron à France Télévisions qui s'appelle Fabrice Puchot, que nous aimons beaucoup, et qui nous a dit: j'ai des amis leurs enfants ont vu cette série sur leur PlayStation. Ouais. Alors ça, c'est formidable. C'est le directeur des documentaires, hein, avec qui vous travaillez et qui vous permet de PlayStation, faire... Non, mais ça, oui. Ça, la PlayStation, oui, bien sûr. On expliquera à Julie ce que c'est. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.